Et je vais laisser la parole à présent à Frédéric Letterlé. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez et m'entendez surtout. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Betting et vous dire tout le bien que je pense d'elle, d'autant qu'elle est directrice de mon unité de rattachement, l'UMR 5138, laboratoire archéologie et archéométrie. Mais c'est surtout une spécialiste de la céramique gallo-romaine qui enseigne cette spécialité et anime des séminaires depuis des années sur ce thème, ce qui l'a amené à encadrer de nombreux étudiants au fil du temps. Outre des études et publications nombreuses sur le sujet, elle a été responsable d'une ACR dont les résultats sont actuellement en cours de publication, consacrée aux céramiques de cuisine gallo-romaine en région Rhône-Alpes et dans le sud de la Bourgogne, dans le prolongement de sa thèse qui portait sur ce même sujet à Lyon, sous la direction de Maurice Picon. Cet intérêt pour la céramique culinaire l'a naturellement amené à s'intéresser à ce que l'on mettait dans les récipients qu'elle étudiait, et donc à la cuisine de l'Antiquité. Elle a récemment assuré le commissariat d'exposition actuellement présenté au musée Luc Dunhomme à Lyon, Une salade César, la cuisine romaine de la taverne au banquet. C'est également le titre de sa conférence aujourd'hui, Boire et manger à Luc Dunhomme. Je lui laisse la parole. À tout à l'heure. Bonsoir, donc j'espère que vous voyez mon écran. C'est bon, ça s'affiche correctement. Très bien. Eh bien. Je vais commencer par remercier le service communication de la Maison de l'Orient qui m'a invité à faire cette conférence, ainsi que Frédéric Letterlé qui a fait la présentation de mon parcours. Merci. Effectivement, je vais parler de boire et manger à Luc Dunhomme. Je vois qu'il y a beaucoup d'inscrits, de personnes qui suivent cette conférence, donc beaucoup d'amis aussi. Donc, en attendant de boire et manger ensemble en chair et en os, eh bien, on va en faire ça par visioconférence. L'alimentation est un sujet auquel les hommes sont sensibles, car en plus de satisfaire un besoin vital, y compris un besoin de convivialité dont on connaît la nécessité aujourd'hui, la manière de s'alimenter leur permet de se définir. La gastronomie passionne nos sociétés depuis quelques années, ce que l'on perçoit au travers des médias, avec des émissions culinaires télévisées qui se sont multipliées, ou bien l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2010 du repas gastronomique français. Ou encore, alors, je cherche à faire défiler, voilà. Ou encore au travers de nombreuses expositions sur l'alimentation antique avec Ils sont food, c'est Romain à Dax en 2019. On n'a rien inventé la même année à Marseille et aujourd'hui l'exposition de Lyon Une salade César que l'on peut visiter depuis son bureau avec la directrice du musée pour guide et Internet comme laissez-passer. Pour les périodes hellénistiques et romaines, l'intérêt pour les pratiques alimentaires a considérablement évolué ces 25 dernières années. Les apports de ce développement pour l'histoire de l'Antiquité en sont multiples parce que l'alimentation éclaire les sociétés sur un pan de leur structure économique et anthropologique, sur la maîtrise de leur environnement, en ouvrant sur des questions comme celle de la commercialisation des produits, celle du goût qui évolue et se transmette, ou celle de la nécessaire exploitation des territoires et des ressources pour la production de nourriture en quantité suffisante. Deux ouvrages ont été déclencheurs de l'intérêt pour la chose alimentaire et plus précisément culinaire. L'édition bilingue, traduite et commentée de l'art culinaire d'Apicius par Jacques André en 1974, qui est un ouvrage qui offre 468 recettes de cuisine datant du Haut Empire romain, sans doute fixées en fait entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, et recopiées à l'époque carolingienne, et enfin retrouvées à la Renaissance, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'une œuvre cohérente, intégralement écrite par un même auteur à un instant précis. Ce recueil a été attribué à Lucius Gavius Apicius, riche gastronome contemporain de l'empereur Tibère,
Cela, après coup, attribué donc à Apicius, après coup, durant l'Antiquité tardive. L'ouvrage est organisé en 10 livres thématiques. Les préparations les plus fréquentes, qui sont souvent déclinées dans de nombreuses variantes d'ailleurs, sont les astuces de conservation des aliments, mais aussi les recettes de légumes, les préparations diverses faites à base d'abats de porc, de champignons, d'œufs, d'escargots, ainsi que de très nombreuses sauces pour les volailles et pour les quadrupèdes. D'autres sujets sont un peu moins récurrents, ce sont les hachis, les quenelles et les saucisses, les préparations de légumineuses, les bouillies, ainsi que les sauces pour les fruits de mer, les coquillages et les poissons. Bien évidemment, malgré l'aspect composite de cet ouvrage, il représente une base de réflexion et un complément formidable pour les historiens et les archéologues qui tentent de corréler les vestiges archéologiques avec les sources littéraires. Michel Batz, ensuite, a abordé la question de l'alimentation des habitants d'un comptoir grec installé dans le Var à Olbia-de-Provence sur la commune de Hyères. Il a montré l'adéquation entre le répertoire du mobilier archéologique et l'alimentation des utilisateurs et leur transformation. Son étude a constitué un modèle de travail pour de nombreux archéologues et en particulier pour les céramologues qui s'intéressent aux céramiques culinaires. La présentation de ce soir se veut une synthèse du travail collectif effectué dans l'objectif de l'exposition de Lyon Une salade César, la cuisine romaine de la taverne au banquet, travail ayant été fixé par un catalogue édité par la maison Libelle, maison lyonnaise. La genèse de ce projet d'exposition était le congrès de la Société française d'études des céramiques antiques en Gaule qui devait se tenir à Lyon en mai 2020. Une exposition sur les céramiques et leur utilisation avait été prévue depuis 2016 avec le directeur du musée gallo-romain de Fourvière d'alors, Hugues Savé-Guéraz, et 2 ans après, le projet a été recentré sur l'alimentation à l'époque romaine. Avec Armand Débat, l'autre commissaire de cette exposition, nous avons décidé de traiter ce sujet en utilisant un maximum de données fournies par l'archéologie lyonnaise ou au moins par la recherche régionale. Nous avons conçu cette exposition sur la base du catalogue qui rassemble le travail de 27 spécialistes sollicités pour traiter de sujets tels que la production des matières premières d'origine végétale et animale, la transformation des produits, la préparation des mets et le mode de leur consommation. Je suis très heureuse de ce catalogue personnellement parce que c'est un ouvrage à destination du grand public qui renseigne de manière très scientifique sur ces aspects tout en y apportant une grande masse d'illustrations de très bonne qualité. Pour nous, spécialistes, cet ouvrage a vraiment le très grand mérite de constituer la première synthèse sur l'alimentation des Lyonnais à l'époque romaine. Ce soir, je vais donc essayer de me faire porte-parole de l'ensemble de ses collègues chercheurs pour présenter un point synthétique sur la question de l'alimentation à Lugdunum. Et je tiens donc à les remercier tous pour leur contribution et à les citer dans cette diapositive. Grâce à une approche pluridisciplinaire et en croisant les informations et les données dont on dispose aujourd'hui, on est en effet en mesure de présenter l'alimentation des Romains de Lyon dans les grandes lignes, bien sûr. Donc, je commencerai par vous exposer la liste de courses du Lyonnais, puis je vous proposerai de le suivre, ce Lyonnais de l'époque romaine en cuisine, pour s'attarder sur les préparatifs culinaires possibles. Et dans un troisième temps, nous passerons à table. C'est en somme donc une sorte de visite très, très, très virtuelle de cette exposition que je vous propose ce soir. Toutes les sources littéraires disponibles tentent à indiquer que l'alimentation des Romains était essentiellement fondée sur une base végétale. Avec l'implantation de la colonie à Lyon, à partir de 43 avant Jésus-Christ, les vétérans qui s'y installent se voient dotés d'un lopin de terre qui leur assure sans doute un minimum d'autonomie en termes alimentaires, et on peut imaginer qu'ils y cultivent des légumes verts et des légumineuses. La fèverolle, une légumineuse de la même espèce que la fève, est assez fréquente à Lyon et dans la région. Les collègues archéobotanistes en ont identifié à Lyon dans les tombes à incinération des ensembles funéraires de la Favorite, dans le 5e arrondissement, et du boulevard périphérique nord, dans le 9e arrondissement, où elle compte parmi les offrandes alimentaires les plus fréquentes. Il semble d'ailleurs que la famille des Fèves soit porteuse d'un rôle symbolique fort en lien avec les morts,
sans doute à cause de leurs racines profondes, puissantes et nombreuses. La févrole est très prisée d'ailleurs aujourd'hui dans l'agriculture raisonnée, car en plus de son rôle chimique qu'elle procure au terrain avec son apport en azote, un rôle mécanique est reconnu aux racines, dont la puissance décompacte la terre lorsqu'elle est trop argileuse. Une réserve de graines de févrole a aussi été découverte dans une couche incendiée de l'établissement rural de Saint-Romain de Jalionas, dans l'Isère, sur les Crémieux, datant du IVe siècle. Les lentilles sont aussi des dépôts alimentaires fréquents dans les ensembles funéraires lyonnais. Les légumes constituaient un autre pan considérable de l'alimentation, et on sait grâce aux textes anciens que l'on consommait non seulement les feuilles, mais aussi les tiges, les jeunes pousses, les racines de nombreuses espèces. Cette catégorie est difficile à appréhender archéologiquement, car le carpologue ne dispose pas ici, dans ce cas, de restes de noyaux ou de pépins, et les restes végétaux sont beaucoup plus difficiles à identifier. Malgré tout, à Lyon, les carpologues ont identifié dans des dépotoirs la présence de concombres et de bêtes, côtes de blettes, qui relèvent peut-être d'importation, car ce sont des espèces qui ne poussent pas spontanément dans notre région. Donc là, j'ai mis sur cette diapositive une fresque de Pompéi. On voit des concombres un petit peu curvilignes, et puis sur cette représentation d'une marchande sur son étal, peut-être des concombres. On a aussi retrouvé dans ces ensembles clos lyonnais la carotte, le kénopode, que j'ai représenté ici, on ne le connaît pas forcément aujourd'hui, bien qu'il soit très, très fréquent, la mauve, la courge et le pourpier. Ces plantes-là ont pu pousser naturellement dans l'environnement des sites lyonnais, bien qu'il puisse s'agir aussi de condiments qui participaient à une recette de préparation de conserve ayant été acheminée jusqu'à Lyon. Donc le doute subsiste. En Gaule, la coriandre, le céleri et l'aneth sont les 3 aromates les plus fréquemment identifiés, mais les archéobotanistes n'en ont pas encore retrouvé de traces archéologiques à Lyon même. Les autres épices et aromates sont nombreux dans les recettes d'Apicius, qui est une cuisine destinée à la cour de l'empereur, avec surtout le poivre, épice très chère, mais qui est presque systématique dans toutes ces recettes. Alors, il s'agit à ce moment-là du poivre rond que l'on consommait décortiqué, donc blanc, et qui venait de la côte sud-ouest de l'Inde. Les céréales qui complètent les feuilles, les fruits et les légumineuses par un apport énergétique important sont dominées par 3 espèces à Lyon. Tout d'abord, le blé nu, avec le froment essentiellement, qui a la particularité d'être bien panifiable car son taux de gluten est important, il est fort et il permet à la pâte de lever. Le froment est avéré sur le site du parc Saint-Georges à Lyon et domine dans un des ensembles funéraires de Vèze. Plus loin, on l'a identifié aussi à la Boisse, dans l'Ain, dans une villa du début de la période romaine. L'orge, d'autre part, qui est la diapositive, enfin l'image du milieu sur la diapositive, est une céréale rustique, précoce et assez facile à produire, et les hommes la consomment depuis longtemps. La bouillie d'orge constitue vraisemblablement un mets courant à l'époque romaine. Bien que sa farine ne soit pas panifiable, elle intègre parfois la composition de certains types de pain. Elle devait aussi entrer dans l'élaboration de la bière et servir de fourrage pour les animaux, notamment les chevaux. Enfin, une espèce à petits grains qui n'est plus tellement consommée de nos jours, le millet commun, à droite sur l'image. C'est une céréale à cycle végétatif court, c'est-à-dire qu'elle est semée au mois de mai, elle mûrit 3 mois après pour être récoltée en juillet et en août. L'agronome Columel précise que la bouillie de millet compose souvent l'ordinaire du paysan. Dans notre région, elle est attestée dans un ensemble funéraire à Quincieux, près d'Ans, au nord de Lyon, et sur le site du boulevard périphérique nord à Vèze.
On a aussi retrouvé des pots contenant cette préparation dans la Saône au niveau de Chalon-sur-Saône. D'autres céréales comme l'épeautre et l'amidonnier, une autre espèce de blé, étaient aussi consommées, mais leur fréquence semble dépendre des régions. On trouve l'épeautre dans le nord-est de la Gaule et simplement un petit peu d'amidonnier à Lyon. À Lyon et dans la région Rhône-Alpes, on a souvent observé la présence de pain, c'est-à-dire de galettes à pâte plus ou moins levée, et ceci essentiellement dans les dépôts funéraires. Dans la nécropole de la Favorite, et juste à côté, rue Pierre-Audry, ou encore à Vèze, à Dessines, et plus loin à Quincieux, ce sont des boules de pâte, de farine assez fines, qui mesurent de 10 à 15 cm de diamètre et qui sont plutôt plates, avec de 3 à 5 cm d'épaisseur. L'alvéolage de la pâte montre que ces pains sont peu levés, avec des bulles d'un petit diamètre. La plupart sont réalisés avec du froment, mais on en connaît aussi qui sont faits avec un mélange de blé et d'orge. Les ensembles funéraires ont aussi livré de nombreux restes de fruits. Dans notre région, ils sont conservés généralement par le fait d'avoir été brûlés, par exemple avec les incinérations. Mais de nombreux restes de fruits ont aussi été observés dans des dépotoirs, comme ceux du parc Saint-Georges, par exemple. Les archéobotanistes ont notamment relevé la présence d'espèces méditerranéennes et exotiques, comme par exemple le pin pignon et le dattier, qui sont fortement attachés au contexte funéraire en Gaule romaine d'une manière générale, mais aussi les figues, les olives, les amandes et les mûres du mûrier noir. Dans l'alimentation romaine, le fruit est souvent consommé frais ou bien sec, ou bien sous forme de conserve. Pour les conserver, on peut laisser les fruits s'imprégner d'un liquide comme le miel, d'une saumure, ou bien de sirops qui sont faits à base de fruits, ou bien du defrutum, qui est une sorte de vin cuit, c'est-à-dire que c'est un vin réduit, disons, sur le feu et aromatisé. D'autres espèces, en revanche, sont cultivées dans les environs de l'agglomération. Les espèces recensées sont le noyer. Alors, j'ai mis cette diapositive où on a dans une assiette 2 noix en terre cuite. Le néflier, le pêcher, le prunier. Alors, ici, on a un noyau de pêche qui provient de la Drôme, et le raisin. Par ailleurs, les Romains continuent à consommer régulièrement les fruits sauvages, comme les baies de sureau ou les mûres de ronces, y compris dans une grande ville comme Lyon. Un ensemble funéraire de Vèze a livré de la griotte et du raisin dans une même tombe, ce qui veut dire que l'une des deux espèces y était déposée sous forme de conserve, probablement le raisin qui était souvent requis sous forme sèche dans les recettes du recueil d'Apicius. Concernant les protéines animales, cette fois-ci, les recherches des collègues archéozoologues ont montré que les Celtes qui fréquentaient le site de Lyon au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ mangeaient surtout du cochon. Les vétérans qui s'installent sur le site s'adaptent d'abord aux habitudes locales en mangeant aussi du cochon. Puis, les bovins prennent progressivement de l'ampleur et au IIe siècle après Jésus-Christ, ils représentent plus d'un tiers des espèces animales consommées au détriment du cochon, mais aussi des ovicaprinés, c'est-à-dire des moutons et des chèvres, qui restent anecdotiques. En contexte funéraire, en revanche, ce sont des quartiers de porc, des jambons en particulier, qui sont le plus souvent déposés. Ce développement du bœuf peut s'interpréter comme une conséquence de l'urbanisation de Lugdunum, urbanisation propice à l'installation de bouchers professionnels en ville, pour qui il est plus rentable d'abattre un bœuf plutôt que plusieurs cochons pour la même quantité de viande à mettre sur le marché. Une partie de la viande disponible était transformée par des artisans, charcutiers et bouchers, et l'autre partie était achetée probablement au marché aux viandes, au macellum, pour être cuisinée dans le cadre domestique. Mais à Lyon, on ne situe pas l'emplacement du macellum. Cet artisanat a permis le développement de plusieurs métiers annexes à la consommation de la viande. Le boucher abattait l'animal en l'assommant et en le saignant. Puis le dépouillement et la première découpe de la carcasse permettaient de dégager des sous-produits. Les parties pauvres en viande, comme le crâne et les extrémités des pattes, ainsi que la peau, revenaient au tanneur et les os longs étaient transmis au tabletier pour la confection d'objets. Les archéozoologues ont montré qu'à Lugdunum,
On dégageait les quartiers de viande en séparant les deux moitiés de la bête de chaque côté de la colonne vertébrale, parfois après avoir coupé le cou et l'arrière-train. Ils ont aussi vu que la viande de bœuf provient d'animaux élevés pour la boucherie et abattus avant 4 ans, et que les animaux de réforme sont rares, tout comme sont rares les veaux, qui étaient de toute façon réservés aux plus riches. Et pour les porcs, l'âge d'abattage se situe entre 1 et 2 ans, même si certaines bêtes étaient mises à engraisser pour développer des réserves de lard. Les porcs destinés aux offrandes funéraires, en revanche, sont choisis en moyenne plus jeunes que ceux qui sont destinés à l'alimentation domestique. En ce qui concerne la volaille, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les poules deviennent plus massives, ce qui correspond soit à l'introduction de nouvelles races, soit à la consommation de chapons, puisque cette technique était utilisée par les Romains, déjà décrite et bien connue. Quoi qu'il en soit, la part de la volaille dans l'alimentation des Lyonnais croît de manière significative au 2e siècle après Jésus-Christ, avec également le canard et l'oie et l'apparition du paon et du faisan dans certains contextes particulièrement riches. Alors, sur le site de l'Antiquaille, les restes d'un banquet montrent une énorme consommation de volaille, et notamment des manchons de canard. La diapositive précédente présentait des wings de poulet, des ailes de poulet, qui ont été préparées pour être mangées à la main, c'est-à-dire qu'il y a une épiphyse qui a été dégagée, puis on peut manger l'os, enfin on peut manger la chair, c'est un os charnu à la main. Ça a été préparé pour être mangé de cette manière. Contrairement à leurs prédécesseurs sur le site, les Romains ne consomment plus du tout de chiens ni de cheval. La chasse, quant à elle, est une pratique anecdotique et luxueuse dans l'approvisionnement de l'Ugdunum, quelle que soit la période considérée. Et c'est avant tout le lièvre qui est chassé. Le gibier à plumes et le grand gibier comme le cerf, le sanglier et le chevreuil sont encore plus rares. Durant l'Antiquité tardive, il semblerait que le cheval ou l'âne soit à nouveau consommé, mais dans de faibles proportions. Mais la viande de mouton et surtout celle de chèvre connaissent alors le début du regain qui mènera à leur développement durant le Moyen-Âge. Les archéologues dont la spécialité consiste à étudier les restes de poissons ont montré qu'en remontant la vallée du Rhône, la liste des poissons marins diminue considérablement lorsqu'on dépasse Nîmes, ce qui signifie sans doute que les poissons devaient être acheminés frais. Ce n'est qu'en arrivant à Lyon que le nombre d'espèces marines augmente à nouveau. On a retrouvé à Lyon, dans les vestiges des années 20 avant Jésus-Christ, des vertèbres de maquereaux et de thons. Puis, les spécialistes ont identifié 5 espèces consommées vraisemblablement lors d'un festin au tout début du 1er siècle de notre ère, à l'emplacement du pseudo-sanctuaire de Cybèle à Fourvière. On y a consommé d'abord des maquereaux espagnols apportés depuis la Méditerranée sous forme de conserve en saumure ou bien peut-être sous forme de salaison ou de poissons séchés. D'autres poissons ont été identifiés, du labre, du turbo, du loup et du mulet, pour lesquels le mode d'acheminement et de conservation est encore incertain, peut-être salé ou bien séché. À cette même période, les Lyonnais mangeaient aussi de la perche, qui est un poisson d'eau douce, qui peut provenir de la Saône ou du Rhône, et vraisemblablement aussi du saumon provenant sans doute du fleuve Loire. Au IIe siècle, un site de Vèze a montré qu'en plus du maquereau commun et du maquereau espagnol, les habitants consommaient de l'anguille. Et au IIIe siècle, des dépotoirs de la fouille du parc Saint-Georges ont livré des sardines. À cette liste de produits de la mer s'ajoutent les anchois, le rouget, les petits poissons qui entrent dans la composition de sauces salées, comme le garum, dont je parlerai tout à l'heure. Au IVe siècle, en revanche, les restes de poissons proviennent en grande majorité d'eau douce, avec des brochets, des anguilles, des esturgeons, des aloses, des truites, des tanches et des perches. Les coquillages, quant à eux, sont totalement absents des niveaux antérieurs à l'installation de la colonie, et les huîtres en provenance de Méditerranée apparaissent dans les premiers temps de la colonie. Elles constituent le seul coquillage marin vraiment consommé dans la ville, principalement au 1er siècle après Jésus-Christ, et cela sans doute chez les plus riches.
Alors, on ne doit pas sous-estimer l'importance qu'ont pu avoir d'autres sources de protéines ayant laissé beaucoup moins de traces matérielles, protéines animales. Alors, je pense au fromage, par exemple, qui est réalisé en mélangeant du lait avec de la présure provenant de l'estomac de veau ou de cabri ou de l'agneau. Le vestige le plus parlant de la production de fromage est la faisselle, dans laquelle on dépose une louche de caillé. Et nous en connaissons des exemplaires dans des ateliers de potiers de Savoie, de Haute-Savoie et de Suisse. On fabrique aussi des faisselles en matériaux périssables, en tissu ou en jonc, comme celles que l'on peut voir sur les représentations de Pompéi, ou encore comme la jonchée saintongeaise que l'on déguste aujourd'hui en Charente-Maritime, qui a un petit peu le goût de ricotta. Les œufs ont également dû jouer un rôle déterminant dans l'alimentation des Romains. C'est une source de protéines importante et qui peut être utilisée sous de nombreuses formes. Son exploitation est très simple et peu coûteuse. Les agronomes recommandent à toutes les fermières de posséder des poules et on peut très bien en faire l'élevage en ville également. À Lyon, des coquilles ont plusieurs fois été recueillies dans les fouilles archéologiques, alors que cette source de calcium devait aussi être recyclée et donnée aux animaux de la basse-cour. D'autres ingrédients sont à ajouter à la liste de courses. J'ai déjà évoqué tout à l'heure la sauce réalisée à base de petits poissons entiers pressés avec du sel dont on obtient après transformation un jus que l'on filtre et qui a pour fonction de saler les préparations, le garum, ou s'il est plus épais, l'alec, qui est une sorte de pâte qui devait ressembler au pisala niçois, qui est donc une pâte d'anchois. Ce condiment est importé à Lugdunum dans des amphores spécifiques, depuis la côte méridionale de la péninsule hispanique en particulier. L'huile est également un élément qui entre dans de nombreuses préparations en tant que condiment qu'il faut avoir sous la main. Les Romains, comme leurs voisins du bassin méditerranéen, vénèrent l'huile d'olive qui fut d'abord importée à Rome depuis toute la péninsule italique pendant la République. En entrant dans la période impériale, plusieurs autres régions exportent leur huile d'olive et à Lugdunum comme à Rome, on fait venir l'huile d'olive de la vallée du Guadalquivir, du sud de l'Espagne, dans de grosses amphores sphériques dont on connaît des millions de restes qui ont fini par façonner une colline artificielle au niveau du port fluvial de Rome, dont vous voyez une vue sur la diapositive en bas à droite. Donc, cette colline est une colline artificielle réalisée de restes d'amphores, constituée de restes d'amphores. Il est très probable que d'autres huiles furent consommées, mais nous n'en avons pas de preuves matérielles. Pline l'Ancien considérait l'huile de noix d'ailleurs comme dégoûtante. Les autres matières grasses, comme le saindoux ou d'autres gras de porc ou de bœuf, existaient, mais ils sont peu renseignés dans les sources littéraires, tandis que le beurre, lui, reste cantonné au domaine médical. Enfin, le vin entre dans la cuisine en tant que matière première, car il est très sollicité dans les recettes dont on a connaissance. C'est souvent un vin doux qui intègre une note sucrée à la préparation ou bien qui contrecarre, disons, l'apport du garum. C'est soit un vin miellé, c'est-à-dire qui a été enrichi de miel, soit un vin cuit, c'est-à-dire réduit, comme le defrutum dont j'ai parlé tout à l'heure, soit un vin réalisé avec des grains confits, très doux aussi, une sorte de vin de paille. Alors maintenant qu'on a tous les ingrédients disponibles, ou presque, que peut-on effectuer comme préparation culinaire à Lugdunum? Alors je vous propose de me suivre en cuisine. Les informations dont on dispose grâce aux sources littéraires sur les mélanges et les cuissons des préparations culinaires doivent être croisées avec les données qu'apporte l'archéologie, en particulier avec le mobilier et les récipients culinaires. Ici, j'ai mis une photo de restitution de l'exposition que vous pourrez peut-être voir un jour au musée Lugdunum. Dans le monde romain, les objets nécessaires en cuisine sont assez bien distincts de ceux utilisés pour la consommation des repas.
Ils sont tous réalisés avec un grand soin, bien sûr, pour répondre à leurs fonctions spécifiques, mais les choix techniques opérés pour les uns et pour les autres sont différents. En tout cas, les céramiques de la salle à manger sont davantage décorées que celles de la cuisine. Les premières sont même supports d'iconographie et vecteurs de distinction sociale, car ce sont des objets qui sont vus par les convives au moment des repas et qui confirment l'appartenance du maître de maison à la culture dominante, ceci notamment à travers l'utilisation de nombreux motifs décoratifs participant à un répertoire normé, tels que les thèmes mythologiques, la gladiature, la chasse, etc. Au sein des céramiques culinaires, il y a deux groupes. Celui des vases pour le stockage domestique, qui ne subissent pas de contraintes fortes, et celui des céramiques de cuisson qui, elles, doivent résister à des écarts de température très importants. À Lyon, ces deux groupes de céramiques sont donc élaborés avec des techniques artisanales bien distinctes, bien différentes. Pour réaliser des préparations alimentaires, on se rend quotidiennement sur les différents marchés urbains, mais on pioche aussi dans les matières premières qu'on a conservées, que l'on conserve à la maison, dans des vases de stockage. À Lyon, pour réaliser ces poteries, qui n'ont pas besoin de résister au choc thermique, donc, on utilise une argile de texture assez fine et de composition à dominante calcaire, contrairement aux céramiques à feu. Leurs teintes sont donc généralement assez claires. On a des céramiques qui sont tout simplement beige, rosé. Le pot de stockage domestique, à deux anses, a une morphologie directement héritée du monde méditerranéen, où il devait porter l'appellation de urseus. Ces vases de contenance variable permettaient aux cuisiniers de disposer dans la cuisine ou dans la cave, dans la resserre, de miel, d'olive, de pignons de pin, de noix, de noisettes, de raisins, etc., raisins secs, etc. Pour les matières premières liquides, telles que les vins, le garum, peut-être l'huile, le produit est probablement stocké dans la cruche à 1 ou 2 anses, avec laquelle on est aussi allé s'approvisionner chez le détaillant. Parfois, les bouteilles peuvent être en verre. Ces deux formes de céramique de stockage, c'est-à-dire le pot de stockage et la cruche, sont fabriquées dans des ateliers, dans les mêmes ateliers d'ailleurs, les ateliers de potiers, et ceci dès l'installation de la colonie à Lyon. Enfin, pour mélanger ces ingrédients et préparer les sauces, qui sont si importantes dans la gastronomie romaine, on doit avoir un mortier, qui est une vasque dont le fond est garni de grains, de grains de sable, qui accélère la trituration des matières premières sous le poids du pilon. Donc sur cette diapositive, on a ici, sur la diapositive de droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, dans cette restitution de l'exposition du musée Lugdunum, un pilon dans un mortier, de même qu'en bas à gauche, sur cette diapositive qui provient des vitrines d'Aoste, en Isère, on voit le mortier qui a été disposé dans le pilon qui a été disposé dans le mortier. Le mortier sert aussi à préparer les hachis, les saucisses, les quenelles et les pâtes à base de fromage de type cervelle de canut, pour ceux d'entre vous qui êtes lyonnais et qui a mangé lyonnais. Les mortiers de Lugdunum, après avoir été importés de Méditerranée, sont fabriqués sur place, et ce, dès le début du règne d'Auguste, dans les mêmes ateliers que ceux qui produisent les amphores. Concernant maintenant la cuisson de ces préparations, le recueil de recettes d'Apicius confirme ce que l'on constate archéologiquement à Lyon, à savoir que pour faire de la cuisine romaine, aussi extravagante soit-elle, on a besoin de 3 récipients de cuisson principaux: le pot à cuire, le plat à cuire et la marmite. Le pot à cuire est un récipient plutôt haut, avec une ouverture resserrée, qui existe déjà dans le répertoire gaulois. Chez les Romains, il est appelé olla. Alors avec le pot à cuire, qui est le récipient de cuisson majoritaire numériquement dans les ensembles lyonnais, dans les cuisines lyonnaises, mais comme ailleurs d'ailleurs, on prépare la bouillie de céréales, la pulse, qui est l'aliment de base du plus grand nombre. J'ai déjà évoqué donc, les pots datant du IIIe siècle et retrouvés dans la Saône avec de la bouillie de millet.
À Lugdunum, ces pots ont aussi pu servir à la cuisson des bouillies de lentilles et de févroles. Apicius recommande d'utiliser le pot à cuire aussi pour faire blanchir des pièces de viande ou des légumes dans un premier bouillon avant qu'il n'intègre un autre récipient pour être cuit avec une sauce lors d'une deuxième cuisson. Il préconise ce récipient aussi pour attendrir dans un bouillon les viandes qui sont conservées par salage, ce qui était courant, qui, en plus d'être salées, sont dures. Donc on les dessale et on les amollit dans le même temps. À Lugdunum, les premières zolae fabriquées sur place dans les ateliers de potiers lyonnais sont fidèles à une morphologie héritée directement du répertoire des récipients gaulois et évoluent très vite en termes techniques. Le plat à cuire est un récipient ouvert et très bas qui n'existe pas dans le répertoire celte. Il est appelé patina dans le monde romain. Ce récipient sert à préparer les légumes en sauce, si l'on se fie aux recommandations d'Apicius, notamment les légumes qui auront préalablement blanchi dans le pot à cuire. Ces légumes sont alors accompagnés d'une sauce qui contient un assez grand nombre d'ingrédients, mais presque toujours du vin, de l'huile, du garum, du poivre, ainsi que des aromates, tels que généralement du fenouil, de la coriandre, du cerfeuil, de la rue et d'autres. Ce plat est utilisé aussi pour la réalisation d'une omelette, une omelette bien garnie, avec beaucoup d'ingrédients également, qui porte le même nom que le récipient, donc la patina. Ces préparations doivent être cuites sous un couvercle recouvert de braise. Donc sur la diapositive de droite, vous voyez une expérience que nous avons faite à Saint-Romain-en-Galles, dans le domaine des allobroges, de patina de laitue et de patina de poire. C'était fameux. Alors, on peut aisément imaginer les cuisiniers lyonnais préparer des côtes de bête, du concombre et du kénopode dans ce récipient, mais aussi des poissons en sauce, selon les prescriptions d'Apicius. Le plat à cuire est le premier récipient de cuisson hérité du monde romain à être reproduit dans les ateliers de potiers lyonnais, à peu près 40 ans après l'installation de la colonie. Il occupe un quart des récipients de cuisson dès le 1er siècle après Jésus-Christ, en secondant le pot à cuire dans les batteries de cuisson. Et enfin, les marmites. La marmite, qui est un récipient plutôt trapu, de morphologie intermédiaire entre les deux récipients précédents, le pot à cuire et le plat à cuire, et qui est aussi apportée du monde romain, où elle est appelée cacabus. On sait que la marmite est utilisée pour l'élaboration de plats en sauce qui doivent mijoter. Le bord de cette marmite est d'ailleurs suffisamment large pour accueillir un couvercle qui permet à la préparation de mijoter sans réduire avec la vapeur qui retombe, qui est récupérée en permanence, qui retombe dans la préparation. La marmite sert aussi à élaborer les sauces qui entrent dans des préparations cuites, éventuellement dans le plat à cuire. Ces sauces sont composites et ne renferment jamais moins de 4 ingrédients, de l'huile, du vin, du garum, du miel, et puis des aromates et des épices. La marmite a aussi été produite dans les ateliers de potiers lyonnais, mais de manière plus anecdotique. Il semble que la plupart des marmites de Lyon, qui sont abondantes seulement au IIe et IIIe siècle de notre ère, soient importées de sites producteurs extérieurs, comme la région de Chalon-sur-Saône et celle de Valence. Des récipients accessoires complètent les batteries de cuisson. Tout d'abord, la bouilloire, qui sert à chauffer l'eau pour la consommation, puisqu'on coupe parfois le vin avec de l'eau chaude, mais aussi pour les préparations et peut-être aussi pour la vaisselle. La jatte, qui permet le mélange des ingrédients et peut-être aussi leur cuisson. Et le couvercle, qui est un ustensile polyvalent de forme conique très simple. Dans les maisons les plus aisées, tous ces récipients pouvaient être en métal. Alors j'en viens maintenant à la prise des repas, qui est souvent illustrée par les textes dans le détail pour les grandes maisons urbaines. Alors cela s'explique parce que le temps du repas représente chez les riches personnages un moment important de la vie sociale et économique, alors que la classe laborieuse s'alimente simplement en vitesse, sans s'asseoir ni même se coucher, bien sûr, notamment au comptoir des boutiques qui bordent les trottoirs en ville. Dans les grandes maisons, on prend un repas organisé en 3 services en fin de journée.
Le maître de maison invite jusqu'à 8 personnes qui prennent le repas dans la salle à manger, couchés sur 3 lits organisés en U. Vous verrez tout ça lors de votre visite à l'exposition Une salade César. Ces personnes se font servir le repas par du personnel servile. On installe une ou plusieurs petites tables au milieu des lits pour y déposer des nourritures à picorer, mais on tient son verre ou son bol de la main gauche, main qui est immobilisée par la position couchée. On ne dispose pas d'une assiette, d'une fourchette, d'un couteau, mais plutôt d'un bol, en céramique sigillée, le plus souvent, vraisemblablement, dans lequel on reçoit des petites quantités de préparation culinaire qu'on mange avec les doigts. Ces récipients de service, comme les objets ensigillés, sont très abondants à Lugdunum, en particulier, surtout par le fait que des ateliers de potiers italiens s'y sont très vite installés pour reproduire de la céramique sigillée et des gobelets à boire, ce à partir du règne d'Auguste, notamment pour approvisionner les camps militaires établis plus au nord sur le Rhin. Donc, ça faisait une réduction de chemin à parcourir pour approvisionner les camps du Limès sur le Rhin. Les esclaves qui assurent le service apportent donc des plats successifs et des rince-doigts aux convives. Martial, au 1er siècle, prône une alimentation raisonnable et propose des repas à 1 ou 2 services seulement. Alors voici un exemple de modeste repas, je mets des guillemets. Voilà comment pourrait se composer un modeste repas selon Martial. Donc d'abord les hors d'œuvre qui sont constitués de mauve et de laitue, de poireaux et de menthe, d'alevin de thon, d'œufs, d'anchois ou d'anguilles, et d'anguilles, enfin anchois, anguilles, bon, il y a les 2 traductions, je n'ai pas d'avis sur cette question, sur un lit de rue, du fromage, des olives, de la tétine de truie et du poisson séché. Et puis un premier service qui est constitué de chevreaux, de côtelettes grillées, de fèves, qu'il qualifie de nourriture d'artisan, probablement pour ses qualités nutritives et sa forte concentration en protéines, de jeunes choux verts, du poulet, du jambon. Et puis tout cela avec des fruits mûrs et du vin. Martial a une approche diététique de ce repas, puisqu'il précise pour les feuilles de mauve qu'elles sont laxatives, que la laitue est propre à relâcher le ventre, que la menthe est qualifiée de flatueuse. Par ce même désir de simplicité qu'il essaye d'exprimer là, il précise qu'une partie de ces ingrédients sont les richesses de son jardin et annonce qu'il n'hésitera pas à servir à ses hôtes un reste de jambon ayant survécu à 3 repas, tout comme Tibère, qui, afin de donner à tous l'exemple de l'économie, se faisait parfois servir les restes de la veille, déclarant qu'un demi-sanglier déjà entamé avait toutes les qualités d'un sanglier entier. Les moins argentés s'alimentent dans les comptoirs ouverts sur les rues où sont proposés le vin et les bouillies, ou même peut-être d'autres préparations. On a encore très peu là pour le coup de sources archéologiques, très peu de résultats d'analyse. Donc les préparations et l'alimentation nécessaires à nourrir de travailleurs. Voilà, je montre quand même cette taverne de Pompéi qui a été très médiatisée dernièrement, qui a été découverte il y a quelques années. Enfin, pour compléter ce tableau du repas, il y a le pain et les boissons. Le pain est une autre manière de consommer les céréales, principale source d'énergie avec les légumineuses, dont j'ai déjà parlé. On en consommait énormément à l'époque impériale, puisque la consommation de blé a été évaluée à 21 kg par mois, par personne, dans la Rome antique, ce qui se rapproche un petit peu aux chiffres pour le Moyen-Âge, je pense. Et la variété des pains était importante, ça allait du pain blanc au pain noir, enfin bref, avec beaucoup de mélanges possibles. Les boissons sont essentiellement l'eau et le vin, même si l'on a très certainement consommé également de la bière et de l'hydromel. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, on a consommé du vin italien sur le site lyonnais, d'une part parce que Lyon a accueilli des Italiens qui faisaient du commerce, mais aussi parce que les Celtes qui ont fréquenté le site ont montré leur amour pour ce breuvage.
facilement, dès la déduction des colons vers 40 avant Jésus-Christ, des vins sont acheminés à Lugdunum depuis l'Italie, mais aussi depuis Marseille et la péninsule ibérique, ainsi que depuis la Grèce et la Turquie. Plus tard, dans la seconde moitié du 1er siècle, après Jésus-Christ, on en importe également, mais en très grande quantité, depuis la Gaule du Sud. On connaît d'ailleurs des négociants en vin par leur épitaphe qui acheminaient du vin sur Lyon, alors pas uniquement pour le vendre sur place, mais très vraisemblablement pour sa redistribution vers le nord, en Gaule belgique. On apprécie les vins plus ou moins doux, aux saveurs variées, puisque de nombreux aromates, des fruits et des racines aussi, sont ajoutés au vin, même si c'est probablement plutôt pour des raisons de conservation que de gustative. La région lyonnaise devient elle-même très vite productrice de vin, et la villa de Saint-Laurent-d'Agny, au sud-ouest de Lyon, a livré des preuves d'une exploitation vinicole dès le règne d'Auguste, de production vinicole dès le règne d'Auguste. Le vin est bu coupé par de l'eau, mais il faut rappeler que l'eau est aussi consommée pure, même si on en parle peu, pour les bienfaits que lui reconnaissent de nombreux moralistes et puis aussi les diététiciens, qui étaient quand même nombreux durant l'Antiquité. On savait depuis Hippocrate qu'elle devait être bouillie pour être potable. Aussi, les bouilloires, que je vais présenter tout à l'heure, sont assez fréquentes sur les fouilles de Lugdunum, d'une manière générale, dans le monde romain. Alors, pour conclure, puisque je vois que l'heure tourne, compte tenu des ingrédients sollicités, des préparations élaborées, on pourrait se demander quels sont les goûts que les Romains de Lyon ont eus en bouche. Cette question du goût est difficile, mais passionnante, intrigante. Et il est certainement illusoire d'imaginer que l'on puisse parvenir à en fournir une réponse, une description précise. Les écarts sociaux, les écarts géographiques induisaient certainement une grande variété dans les conditions de vie des anciens, et donc l'accès aux produits. Et une tentative d'analyse et de rendu des impressions gustatives ne serait pas valable pour tous, car l'accès, voilà, par exemple, l'accès aux ingrédients était très inégal. Et dans le temps également. Alors non seulement il est difficile de décrire les goûts avec des mots, mais une autre des limites de l'exercice est la modification de la saveur et de la texture des aliments depuis l'Antiquité. Il semble que les espèces que nous consommons encore aujourd'hui soient plus douces, plus tendres et très souvent moins amères et moins âpres qu'autrefois. Malgré cette première difficulté à aborder la question, il est possible d'avoir une idée de l'attente gustative des anciens grâce à quelques textes. On apprend ainsi que certains aliments étaient considérés par les Romains comme trop fades, les pêches par exemple, alors que d'autres, au contraire, leur semblaient très forts. C'est le cas de la grande Aunée, qui est décrite dans la littérature antique comme étant trop âpre et amère, et qui nécessite une longue préparation pour pouvoir être consommée. On faisait toutefois des conserves d'aliments donnés par ailleurs comme âcres ou amers, tels que le masseron, notamment, qui est une ombellifère proche du céleri. On en mangeait les feuilles et les racines, et que l'on appréciait vraisemblablement pour son amertume, justement. On apprend aussi que les Romains aiment une huile d'olive au goût âcre. Des aliments au goût puissant étaient apparemment consommés beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui. Au sujet de la racine de réfort, qui a un goût proche de celui du wasabi, j'imagine que vous en avez déjà goûté, ou peut-être avez-vous goûté du réfort, eh bien, Pline recommande de le manger avec des olives mûres de manière à, je mets des guillemets, à masquer l'odeur des renvois qu'il provoque et de la laine qu'il génère. Donc, ça devait vraiment être très, très soutenu comme sensation. Alors, les sensations gustatives recherchées dans la cuisine romaine, justement, oscillant entre contraste fort et subtil équilibre, peut-être, reste donc une question, une des questions les plus épineuses, les plus passionnantes, mais les plus épineuses posées aux chercheurs spécialisés dans l'archéologie de l'alimentation. Pour émettre davantage de propositions, il est nécessaire aujourd'hui d'adopter une démarche pluridisciplinaire, concertée, et de développer une approche expérimentale qui doit être validée par des analyses organiques. Aussi, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter un bon appétit, puisque c'est bientôt l'heure de l'apéro. Mais je serais ravie de pouvoir prendre un temps de discussion avec vous et éventuellement peut-être essayer de répondre à vos questions si vous en avez.
Merci. Merci Cécile. Je ne sais pas si Frédéric va vous brancher son micro. Voilà. Alors, je rappelle qu'on est toujours en train d'enregistrer. Donc, si vous souhaitez rallumer vos micros ou rallumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir, sachez que vous êtes enregistré. Et sinon, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez aussi poser vos questions par voie écrite sur le fil de discussion. J'ai déjà une question, mais si Frédéric veut prendre la parole, je ne sais pas. Déjà pour remercier Cécile pour cette conférence extrêmement claire et fort bien illustrée. Et puis également Karine qui a organisé cette conférence de façon tout à fait pratique, hein, comme vous pouvez tous l'avoir constaté. Voilà, donc est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Cécile? Avoir des précisions sur certaines recettes peut-être? Alors, je vais commencer par celle que j'ai reçue par écrit. Ça donnera peut-être des idées au suivant. C'est par rapport aux recettes. Au moment où tu parlais du sel et du garum, on a posé la question de savoir est-ce que pour saler, il n'y avait que le garum qui était utilisé ou bien est-ce qu'on utilisait aussi du sel et dans ce cas-là, d'où pouvait-il provenir? On utilisait du sel, oui, oui, bien sûr. Oui, on connaît des techniques d'exploitation du sel, et cela depuis très longtemps, hein, puisqu'on connaît déjà des installations du néolithique, je crois, hein, sur différents rivages, d'ailleurs. Donc oui, dans le recueil d'Apicius, on utilise préférentiellement du garum parce que c'est un moyen de se distinguer aussi, puisque c'est un produit transformé qui provient de loin, qui est cher, qui est précieux. Donc, comme le poivre, le garum est surtout un moyen de se distinguer. Et ça a d'ailleurs été un condiment qui a été très critiqué par les moralistes, qui ont associé assez vite ce condiment au goût, qui était symbole d'une alimentation au goût contrasté. Les moralistes ont associé l'utilisation de ce condiment du garum avec une impression de laisser aller, quoi, de décadence, entre guillemets, si vous voulez. Mais oui, le sel était également utilisé. Alors, si vous regardez dans le catalogue de l'exposition, il y a un chapitre, un des chapitres sur le sel. Alors, je vois une question sur l'atelier de la muette. Mes yeux tombent, parce que en fait, je crois que c'est dans la discussion. Oui, là, c'est pour tout le monde, oui. Ouais, alors... oui, l'atelier de la muette, c'était sur les quais de la Saône, en rive gauche de la Saône, près d'autres ateliers de potiers d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'ateliers de potiers qui se sont implantés dans ce quartier-là. C'est un des quartiers artisanaux, donc qui a été en activité très tôt, dès le règne d'Auguste. Je vois au-dessus, y avait-il des viandes grillées? La réponse est oui. Nous avons des grilles, mais il faut imaginer aussi de la viande grillée qui n'a pas forcément, qui n'a pas requis d'instruments spécifiques. Mais oui, il y a certainement de la viande grillée consommée, c'est sûr. Il y a une question aussi sur l'alimentation des enfants. L'alimentation des enfants est spécifique. Après l'allaitement, je ne connais pas précisément le régime des enfants. Alors, je pense que nous avons un ami qui est là ce soir, qui a participé à ce catalogue, qui faisait partie du comité scientifique de l'exposition, Dimitri Tilloy-d'Ambrosi, qui a écrit sur les régimes alimentaires spécifiques. Est-ce que Dimitri, tu veux répondre à cette question? Alors, bonsoir Cécile, donc, merci pour cette présentation, hein, par ailleurs. Donc pour l'alimentation des enfants, en fait, on est renseigné surtout d'un point de vue diététique, et notamment par Soranos d'Éphèse dans le traité des maladies des femmes. Donc il s'intéresse beaucoup à l'alimentation des nouveau-nés, des nourrissons, et ensuite, lors des premiers âges de la vie, ce qui l'intéresse surtout, lui, c'est
fortifier le corps, évidemment, d'un point de vue sanitaire, hein, et également préparer l'estomac, enfin apprendre à l'estomac, en quelque sorte, à digérer. Donc, par exemple, dans les premiers jours de l'existence du bébé, il insiste sur l'importance du miel, notamment. Donc, l'idée générale, hein, c'est une diversification progressive en fait, de l'alimentation de l'enfant. Donc, c'est vraiment dans cette perspective. Mais finalement, ce que mange l'enfant n'est pas si différent de ce que vont manger les adultes, hein. C'est surtout des adaptations en fait, hein, par rapport aux aux besoins du corps, par rapport aux humeurs de l'enfant notamment. Alors après, on sait aussi, bon, bah, comme à d'autres époques, hein, que les enfants apprécient les friandises, hein, les noix par exemple, ou les gâteaux. Donc ça, ce sont des choses qui ressortent, hein, dans les sources littéraires notamment. Merci, Dimitri. Je vous avais dit que c'était un travail de composition. Alors, je vois qu'il y a aussi une question sur les différents types de cuisson. J'en ai peu parlé, effectivement, parce qu'on pourrait en parler, on pourrait vraiment parler très longtemps de tous ces thèmes. Alors, effectivement, vous voyez en fonction de la forme des ustensiles, des récipients que j'ai montrés, qu'il y a dans le pot, donc la forme est haute, plutôt des choses bouillies dans un liquide, soit de l'eau, soit du lait, soit un bouillon. Il y a des cuissons rôties, donc dans les plats bas ouverts. Ces rôtis, ça peut être des choses qui passent au four, puisqu'effectivement, on avait des fours. J'ai précisé très rapidement que les omelettes garnies, les patinas, devaient être cuites. Il est mentionné dans Apicius qu'elles doivent être cuites sous un couvercle, parfois recouvert de braise. Ça peut être aussi simplement une tuile recouverte de braise pour reconstituer un petit peu l'atmosphère homogène d'un four. Il y a les viandes grillées dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, on va essayer de... Vous avez d'autres questions précises? Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, enfin, ah oui, bah non, et bien sûr, la marmite, pardon, qui est un système où la préparation mijote grâce au couvercle, qui permet à la vapeur d'être réincorporée au fur et à mesure. Donc, on évite comme ça de faire réduire la sauce. Et puis, il y a une chose qui me paraît importante, puisque vous posez la question, c'est la question de la friture. J'ai lu dans Apicius quelques recettes concernant la friture très rares. Alors, il y a une idée un peu comme ça qui circule que les Romains faisaient beaucoup de friture. Donc, j'ai d'abord compté les recettes de friture, j'ai vu qu'il y en avait très peu. Puis ensuite, j'ai essayé de faire une recette de friture avec un collègue que j'ai sollicité pour l'exercice, qui est chef, un cuisinier, quoi, pâtissier, pâtissier-cuisinier. Et nous avons donc essayé de faire une recette de friture de poisson. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ce qui avait été intitulé friture n'en est pas une. En tout cas, ce n'est pas du tout une friture dans un bain d'huile. Ce que nous entendons par friture, c'est une friture dans un bain d'huile, puisqu'en réalité, le titre de cette recette est friture de poisson, mais on doit plonger le poisson dans un mélange d'huile et de vin et de garum, ce qui fait qu'à la fin, ce n'est pas du tout une friture, puisqu'en fait, c'est un bouillon, en fin de compte. Quand l'huile n'est pas aussi chaude que si elle était pure, et on n'a pas l'effet bain d'huile. Voilà. Donc, finalement, la friture dans la recette d'Apicius, dans le recueil d'Apicius, n'est pas très fréquente. Enfin, je dois en avoir vu une ou deux mentions que je n'ai pas pu confronter à un essai, puisque tout n'est pas toujours suffisamment détaillé. Mais en tout cas, ce n'est pas si fréquent. Il y a quelques questions qui étaient encore avant les types de cuisson. Il y avait utilisait-on des couverts, fourchettes, morancées? Alors non, la fourchette de Morancé, c'est plutôt ça n'existe pas la fourchette comme couvert, hein, jusqu'à l'époque moderne d'ailleurs. En fait, il existe des pics pour notamment, je sais pas, sortir les escargots ou ce genre de choses. Et le pic qui était en photo là, c'est plutôt quelque chose un instrument dont on va se servir pour retourner la viande. En cuisine, non, mais pas du tout à table, puisque la notion de table est déjà très discutable. Une question aussi par rapport au goût sucré. Tu as un peu parlé du goût sucré ou du sucre en général? Oui,
le goût sucré était toujours présent grâce au miel, enfin toujours plus ou moins présent, grâce au miel et au vin doux. Dans les recettes qui intègrent un fruit, par exemple, on se rend compte qu'il y a plus de vin doux, de vin sucré, comme des vins de paille, par exemple, et de miel, que dans d'autres recettes, les recettes de poisson, on aura plutôt du vin qui n'est pas doux, qui n'est pas particulièrement sucré, ce n'est pas du défrutum, par exemple, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de miel. Oui, il y a des recettes qui sont sucrées par l'apport du miel, parfois des fruits qui ont été confits et du vin. Alors, j'ai vu qu'il y avait la question d'ailleurs du sucré-salé. Oui, je n'ai peut-être pas insisté sur la question, mais oui, dans toutes les recettes, on a effectivement, enfin presque toutes les recettes, on a à la fois des éléments qui sont doux et des éléments qui sont salés, comme le garum et le miel, par exemple. Alors, ce n'est pas systématique qu'on ait l'association des deux, mais la patina de poire, par exemple, fait intervenir donc intègre des poires, une compote de poire, de l'huile, du garum, du vin doux, du miel et une épice, du cumin. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose qui est sucré, mais avec du garum. C'est une omelette aux poires avec cumin. C'est très bon d'ailleurs. Alors, la question qui est importante, qui subsiste quand même, c'est quel goût ça avait, puisque les quantités ne sont pas indiquées. Ce serait simple si on avait les quantités. Lorsqu'il y a des quantités indiquées, elles le sont pour certains ingrédients et pas tous dans la recette, ce qui fait qu'à la fin, on en revient au même point. On a toujours une inconnue. Donc, on a fait beaucoup d'essais avec ce collègue cuisinier, Frédéric Valette, qui est arrivé à des choses très subtiles et très intéressantes, des goûts vraiment très équilibrés, très subtils, pas du tout ce que j'avais fait moi-même quand je faisais des essais, c'était vraiment très, très fort, très contrasté et parfois difficile à ingérer. Et lui, il a fait des choses vraiment très intéressantes. Il a vraiment... Donc, à la fin, bon, on ne sait pas quels étaient les goûts, les goûts recherchés dans ces recettes, sauf qu'on se constate quand même qu'on aimait les choses fortes. On aimait les goûts âpres, les goûts parfois amers, parfois puissants, les choses contrastées. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à la question du goût. Et sur les goûts, il semblerait que tu aies parlé plutôt tu as parlé des goûts forts, et il y a un mot que tu aurais prononcé qui n'a pas été compris. La grande aumée. Ouais. Oui, alors ça c'est une plante que vous verrez aussi d'ailleurs au musée, puisque au musée dans l'exposition on a eu recours à l'herbier de l'université Lyon 1. C'est une plante qui ressemblerait, c'est une ombellifère qui ressemblerait un peu au fenouil, un petit peu si vous voulez. Et apparemment, alors j'ai entendu parler de cette plante l'année dernière, puisque c'est une plante qui est, d'ailleurs elle était connue, Dimitri me disait qu'elle était connue des Romains pour son caractère antiviral, disons, mais c'est vrai que l'année dernière, au moment où on a fait beaucoup de recherches sur les produits antiviraux, elle a été remarquée, puisqu'elle contient un antiviral puissant, mais c'est une plante qui vraisemblablement est très amère. Voilà, donc comme toutes ces plantes qui sont des plantes, des herbes en fait. Alors d'où viennent les variations des goûts des aliments? Eh bien c'est parce qu'on les a, je regarde les questions. C'est parce qu'on les a sélectionnés. On les a sélectionnés pour qu'ils s'adaptent à nos goûts qui eux-mêmes ont évolué. Donc, effectivement, nous, aujourd'hui, on préfère des choses parfois plus salées, sucrées. Et puis, d'ailleurs, vous voyez bien, Coca-Cola s'adapte. La bière s'adapte. Dans certains pays, elle est plus sucrée que dans d'autres. La même marque, Coca-Cola, n'a pas le même goût en Amérique latine et en Europe. Enfin, bref, on a des goûts qui sont en fonction de nos appartenances culturelles, disons, et de nos aires géographiques. Donc, oui, on a sélectionné les plantes depuis longtemps, et donc ça explique en plus du terroir effectivement le changement de goût des plantes.
Il y a une question très pointue sur le poivre blanc. Oui, eh bien, il y avait 2 poivres qui étaient vraisemblablement, si j'en crois mes lectures, qui étaient exploités. Le poivre long, comme le poivre de Java, vous voyez, qui est en fait pas très piquant, mais très puissant. Et le poivre noir, le poivre rond, qui était exporté en Europe décortiqué. Ce qui fait que, effectivement, on pensait que le poivre blanc était une espèce de poivre blanc. Et donc là, pourquoi là, en fait, c'est une question de cuisine sur la recette du gastris. Et c'est dans Athénée 14.5. Et la préparation devient noire. Gâteau qui devient noir à cause du poivre. Alors, peut-être que parfois, on a peut-être aussi acheté du poivre avant, du poivre noir également, hein. C'est vrai que c'est possible puisqu'on pensait que ces 2 espèces étaient différentes. Très probablement, ça veut dire qu'on importait les 2, mais qu'on ne voyait pas le travail de décortication, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça se dit, on ne faisait pas soi-même, on ne faisait pas ici le travail d'enlever l'enveloppe du poivre. C'est la raison pour laquelle on avait pensé que c'était 2 espèces différentes. Mais effectivement, si on dit qu'il y a 2 espèces différentes, c'est qu'on devait importer le poivre noir. Oui, Piper nigrum, c'est ça. J'ai parlé du poivre blanc parce que souvent dans les recettes d'Apicius, on a aussi Piper. Alors, je ne me souviens plus comment il l'appelle. Mais effectivement, vous avez raison. En fait, on utilisait les deux. Mais on pensait que c'était 2 espèces différentes. J'ai mal formulé ma phrase. C'est pas grave, c'est corrigé. Quelles étaient les herbes aromatiques les plus employées pour la conservation du vin? Alors, il y a une herbe, qui n'est pas une herbe, c'est une graine, qui est, la graine de l'herbe. Ce qui est très utilisé, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, parce qu'il y en avait beaucoup, c'est le fenugrec. Le fenugrec, c'est quelque chose d'assez amer et qui est en fait un antioxydant. Donc, ça effectivement donne certainement beaucoup de goût au vin, mais ça le conserve, ça permet de le conserver aussi. J'ai aussi en tête la racine d'iris pour la conservation du vin, un ajout qu'on mettait dans le vin pour la conservation du vin. Alors, on utilisait aussi le miel et des produits et des fruits, confits dans du miel ou dans un vin réduit, parce que l'apport de sucre aussi permettait de conserver le vin. Et une question qui est un petit peu en dehors de ta discipline, hein, puisque c'est d'après leur squelette et surtout leurs dents, est-ce que les régimes alimentaires étaient équilibrés? Ça, c'est une question difficile parce que quand on parle de régime alimentaire équilibré, je vois déjà que les diététiciens d'aujourd'hui contredisent ceux des années 70. Donc, comment répondre à cette question? Dimitri saura répondre à cette question. Je botte en touche. Alors, pour les carences, oui, en fait, les études ostéologiques montrent qu'il y a des carences, notamment avec ce qu'on appelle de l'hyperostose porose. Et en fait, ce sont des traces sur le crâne qui traduisent des carences en fer, notamment. Ça apparaît sur les orbites aussi oculaires, où là aussi, on a des traces, ce qu'on appelle les cribra orbitalia. Et alors, en fait, on observe qu'il y a davantage de carences chez les femmes que chez les hommes. Ça peut s'expliquer par les inégalités d'accès à la viande. Donc, il y a plusieurs hypothèses sur l'origine de cette différenciation, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate. Les carences, en fait, varient aussi selon les régions. Et ça, c'est important, je pense, de le préciser. Par exemple, en Italie, ça paraît logique ce que je vais dire, mais à l'intérieur des terres, les carences sont plus prononcées que sur les côtes parce qu'évidemment, la diversité alimentaire y est plus faible. Et puis, pour les enfants, on remarque aussi que les carences sont très fréquentes, avec des phénomènes de rachitisme qui sont constatés de façon assez régulière. Alors, il faut préciser aussi que si on prend l'époque impériale, et notamment pour l'Italie, qui est ce que je connais le mieux, on n'a pas de grande famine, en tout cas durant le Haut-Empire. On a des disettes, en revanche, où on a un stress, mais pas de pénurie généralisée qui entraîne une hausse de mortalité.
Et donc, ça peut expliquer voilà, ces carences qu'on observe de façon assez régulière finalement. Mais une fois de plus, l'échantillonnage est assez inégal. Donc, en fait, on est bien renseigné pour l'Italie, avec les squelettes d'Herculanum notamment, qui ont été bien étudiés. Mais il y a encore beaucoup à apprendre et analyser sur la question. Merci, Dimitri. S'il y avait des questions spécifiques sur la poterie, je saurais mieux répondre. Ma spécialité, ce qui m'a amené à l'alimentation, comme disait Frédéric, effectivement, c'est l'étude des poteries. Et je ne suis pas capable de répondre à toutes ces questions intéressantes. Oui. Oui, bonjour Élise. Bonjour, merci pour cette belle conférence. Je ne vais pas parler de cuisine, mais je vais parler de poterie, justement. Et je voulais savoir d'où proviennent les récipients de cuisson à Lyon qui nécessitaient une argile spécifique réfractaire par opposition aux vaisselles ils sont faits à Lyon aussi. Ils sont faits à Lyon. Ils sont faits à Lyon, pardon. La question, c'est où est-ce qu'ils ont été produits? C'est le lieu de production, Élise, que tu... C'est surtout l'origine des argiles, parce que je crois que dans la région immédiate, il y a des argiles réfractaires. Ici. Alors, en fait, pas du tout effectivement, pas dans le courant, pas dans le lit de la Saône, lit du Rhône d'ailleurs, mais sur la colline de Fourvière, on a des argiles villafranchiennes qui sont des granites détritiques, en fait. Donc, on a une argile détritique riche en minéraux, en quartz, feldspath, mica, qui constitue le squelette nécessaire à une céramique culinaire. Et puis aussi dans la plaine de Vèze, où on a beaucoup de plaine et puis pourtour en fait, de Vèze, où on a des argiles qui sont issues des gneiss. Donc en fait, c'est plutôt dans ces zones-là qu'on aura des ateliers de potiers. D'ailleurs, c'est là qu'on a trouvé l'atelier de potier de la Sarraz, de la place de Trillon, Cardinal Gerlier, puis l'atelier de Vèze de la rue du Chapeau Rouge. On utilise ces argiles qui sont naturellement riches en éléments détritiques et qui sont de nature non calcaire. Le calcium est beaucoup moins important. Donc on a ce qu'il faut sur Lyon en fait. Merci. Ce sont même des argiles d'ailleurs qui sont assez pauvres en potassium, qui ont été lessivées. Donc ça fait des argiles qui sont particulièrement résistantes à l'usage culinaire, à la résistance sur le feu. Donc c'est pratique. On a tout ce qu'il faut. On y va. Bon, plus de questions, en particulier sur la céramique et l'usage de certains récipients. Par exemple, il a été assez peu indiqué dans les gobelets à boire, qui sont... tu as finalement parlé davantage de la boisson que du gobelet lui-même. Oui. et du verre en verre, par exemple. C'est vrai, je n'ai pas non plus trouvé beaucoup d'illustrations pour le verre. Le gobelet à boire, en fait, se développe au moment où le commerce du vin se développe. À Lyon, au moment où Lyon devient l'atelier succursale des ateliers italiens pour fournir les camps du Limès du Rhin, on fait de la céramique sigillée effectivement qui sert à la consommation des mets solides, mais on a aussi à ce moment-là la fabrication de gobelets, ces petits gobelets que j'ai montrés rouges, moulés, décorés, qui sont également d'influence italique, alors pas forcément d'Étrurie comme la sigillée, mais plutôt de la vallée du Pô, vraisemblablement. Donc une autre influence italique, mais c'est quand même une influence qui vient d'Italie, avec donc une ornementation qui est très intéressante et signée aussi. Et puis ces gobelets au départ moulés, décorés, très vite se diversifient et prennent diverses formes plus ou moins galbées, alors qu'au départ ce sont des gobelets plutôt tronconiques.
Alors, ce qu'on y buvait précisément, là, je ne peux pas vous le dire si c'est plutôt le vin ou là, c'est difficile. Alors, ce qui m'a toujours impressionné, c'est quand j'étais en poste en Alsace, c'était les caves avec les tables. Hein, tu sais, il y a on trouve des tables en pierre avec un pied tourné. En général, c'est du grès rose. Et une table circulaire, et c'est presque systématiquement trouvé en place dans les caves, et donc on imagine qu'on y consommait des boissons, je ne sais pas si c'était un petit Riesling bien frais qu'on y buvait, mais alors en général on trouve évidemment pas ou peu d'amphores associés parce que on peut imaginer que c'était étonnant, ou tout simplement qu'on n'y conservait pas le vin mais qu'on le consommait seulement. Ou alors qu'on l'acheminait dans un autre récipient que l'amphore, des cruches par exemple. Voilà, par exemple, hein, qu'on pouvait aller soutirer le vin dans une pièce, dans un cellier, par exemple. Et puis, ou alors on s'approvisionnait chez le détaillant avec une cruche, comme ce que nous montrent de nombreuses stèles que j'ai présentées ce soir. Tout à fait, ouais. Alors, pour évoquer aussi une question qui a été posée, donc on ne sait pas si dans ces caves, il y avait des hommes et des femmes et des enfants qui buvaient. Est-ce que c'était des réunions spécifiquement masculines? On ne le saura sans doute pas de sitôt. Non. Non. Bon, je vois que quelqu'un dit que la Grandonnée est indiquée comme originaire d'Asie. Étonnant. Alors non, c'est pas étonnant parce qu'elle a énormément de fruits aussi qui sont originaires d'Asie, qui sont arrivés au 1er siècle avant et au 1er siècle après Jésus-Christ en Italie, qui ont été acclimatés. Donc non, ça n'est pas étonnant. Je crois l'abricot, énormément de fruits. Comme ça arrive de l'Asie, la pêche, tout à fait. Mais c'est Manon qui parle. Bonjour. Une de nos collaboratrices. Sait-on expliquer la forme de certains contenants qui ne nous paraîtraient pas aujourd'hui très pratiques? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas pratiques pour nos maisons et nos meubles d'aujourd'hui, peut-être. Moi, je les trouve assez pratiques, les pots, les marmites. Il y a des choses quand même que je trouve qui ont été conservées de manière assez fidèle, je trouve, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est avec un fond assez conique, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas les poser sur une table. Ah oui, mais c'est parce que ce sont des amphores. On ne les posait pas sur des tables, du reste. La bouilloire aussi. La bouilloire, elle est très pratique. La bouilloire, elle est sur un fond, c'est pas un pied, c'est un fond plat. L'anse est opposée au bec, bien sûr, et d'ailleurs, on la posait sur le foyer, pas entièrement, pour pouvoir la retirer, mais on la posait à moitié sur le foyer, et ça, c'est ce que montrent des traces de suie. On voit très bien que les traces de suie qui sont relatives aux flammes se sont déposées que sous le bec et pas au niveau de l'anse. Donc, on pouvait faire bouillir une eau, c'est-à-dire attendre qu'il y ait quand même une température très élevée, sans risque de se brûler trop. De toute façon, on prenait la bouilloire éventuellement avec un chiffon, si nécessaire, mais de toute façon, on ne la mettait pas entièrement dans le feu. Ce n'est pas comme les pots qui montrent des traces sur le pourtour. La bouilloire n'était mise que sur le devant, disons, sur le feu. Moi, je la trouve très pratique, cette bouilloire avec son bec tréflé qui permet de verser de manière préférentielle en face. Je trouve très bien faite. Alors, les amphores qui sont pointues, elles ne sont pas destinées à tenir sur une table, c'est normal. Elles sont pointues parce qu'elles sont adaptées à leur... C'est juste pour le transport rapidement pour le transport. Et puis, de toute façon, on voit très bien à Pompéi, quand on se promène, quand on voit des photos, elles étaient quand même posées dans les celliers, parfois dans les cours, sur le fond, et empilées contre les murs, dans les cours des maisons. Voilà, donc je salue ma collaboratrice Manon Cabanis qui a contribué également à ce catalogue et qui était parmi nous ce soir et qui donc a précisé que la pêche aussi vient d'Orient. Je ne l'avais pas identifié. Il y a des gens qui s'inscrivent avec des pseudos.
Oui, c'est le prénom de ma fille. Et oui, quand on est en visio, on peut s'attendre un petit peu à des conditions de conférence légèrement modifiées par rapport à la normale. Bon, j'espère que j'ai tenté d'être fidèle à tout votre travail. Ah, c'était parfait. Merci beaucoup. Si quelqu'un a envie de poser une question en direct, ce serait encore mieux à te poser une question. Il y a une nouvelle question sur est-ce qu'on pratiquait le COTAB en région lyonnaise? Je ne sais pas ce que c'est que le COTAB. Moi non plus. Ça doit être une nouvelle pratique, un jeu de boisseau. Ah, il a déjà bu, celui qui nous... Ah, mais c'est Dimitri qui nous... Dimitri, tu as... Et quel était le but du jeu? C'était celui qui buvait le plus ou... Alors, en fait, un des jeux les plus populaires en jeu de boisson, ça consistait à lancer le contenu de sa coupe dans le cratère. Et donc, ça se pratiquait à l'issue du banquet, souvent. Alors, ça, on le trouve pas mal dans le monde grec, en fait, hein, au moment du symposium. Et les Romains, visiblement, avaient aussi adopté ces jeux de boisson. Mais bon, est-ce que ça a testé à Lyon? Ça, on le sait pas. Parfois, on n'a pas de sources qui permettent de le dire, parce que là, c'est les textes, en fait, qui nous renseignent sur ces pratiques. L'iconographie ou l'archéologie ne permettent pas de le déterminer. Alors, je vois une question très avoir un cratère, si je comprends bien. Donc, ouais. Alors, je vois une question très intéressante. Très fréquent. Merci beaucoup, Dimitri. Je vois une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Alors, je m'empresse. Est-ce qu'on achète le charbon de bois à un marchand ou fait-on un feu à la maison? Eh bien, en fait, si on a une table à feu, telle qu'on en a vu en photo, c'est qu'on a les moyens, c'est qu'on a peut-être même une petite quartier thermale. Enfin, en tout cas, effectivement, on fait un feu. Et pour l'avoir expérimenté à mes dépens, d'ailleurs, le charbon de bois n'est pas très adapté l'utilisation du charbon de bois pour la cuisine n'est pas très adaptée parce qu'en fait, le pouvoir calorifère du charbon est bien supérieur à celui du bois qui brûle, enfin du bois, de la braise de bois, enfin je peux comment dire, du bois brûlé mais encore chaud, quoi. Alors que quand on utilise du charbon, on n'a plus du tout le même produit. Et en faisant un feu à côté de ma cuisine et en alimentant le plan de cuisson avec les braises de mon feu, j'arrivais sans aucun problème à faire monter en température doucement la cuisson, à faire mijoter tout ce qu'il fallait. Enfin bref, on a très bien réussi tout ce qu'on a fait. En revanche, le jour où on a été obligé de cuisiner avec du charbon de bois parce que c'était l'accueil du musée des Confluences qui nous l'a posé pour des raisons qu'on peut comprendre, de sécurité, on a utilisé du charbon de bois et on a testé. Il s'est avéré que c'était beaucoup trop fort et même les céramiques culinaires faites avec des argiles très résistantes, c'est-à-dire des argiles kaolinitiques, n'ont pas toutes résisté à une cuisson, disons, simple, au milieu des braises qui provenait de charbon de bois. C'est-à-dire que le pouvoir calorifère du charbon est bien supérieur à celui du bois brûlé pour la première fois, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc, je ne suis pas du tout sûre qu'on utilise du charbon de bois pour faire la cuisine dans le monde romain. Je pense qu'en fait, on fait son feu. C'est pas compliqué, tu vois, dans une cheminée à côté ou dans un petit foyer, dont on a besoin pour d'autres choses, d'ailleurs, dans la maison, dans une grande maison. Hein. Donc, que ce soit pour, si on a un petit secteur thermal ou que ce soit pour d'autres besoins, je l'imagine bien comme ça. Et y compris sous la table. Pardon. Les plats que tu montrais aussi, qui ne sont pas en céramique, qui sont en métaux, ne sont pas utilisés de cette manière-là, du coup? Si, je pense aussi. Ils sont simplement beaucoup plus conducteurs. C'est pas forcément pour les manipuler. C'est ça. C'est pas forcément mieux pour la cuisine d'ailleurs, parce que l'intérêt de la céramique, c'est qu'il y a une inertie qui est intéressante pour la cuisson. Hein. Tu peux cuire longtemps à feu moyen, doux. Enfin, c'est intéressant. On ne se fait pas surprendre non plus par la force de la chaleur, quoi. Donc le charbon de bois, on en a eu besoin, hein, bien sûr, pour les artisanats, des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'en cuisine, on ait fait appel au charbon de bois.
Et dans les blocs de cuisson type Pompéi, qu'on a d'ailleurs découvert sous le musée gallo-romain Lugdunum, hein, on a trouvé un bloc de cuisson comme ça, c'est-à-dire une sorte de ce qu'on peut appeler bloc de cuisson, la cuisinière, enfin le bloc surélevé avec un espace dessous, comme une sorte de table de cuisson. Il est peut-être qu'on faisait un petit feu dessous. J'aurais plutôt imaginé ça près J'aurais plutôt imaginé le feu près d'un secteur qui desserve aussi des petites thermes domestiques. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une possibilité. Ou bien certaines maisons qui sont tout simplement chauffées aussi hein, par des tubulures, en fait. Je vois apparaître une nouvelle question disant, a-t-on retrouvé le matériel qui permettait de fabriquer l'huile d'olive? Oui. Donc les meules. Oui. Alors, il y a une meule que vous pourrez voir dans l'exposition. Non, pas dans l'exposition. Il y en a une, mais ce n'est pas une meule pour faire non, pour les céréales. Mais non, il y en a une qu'on peut peut-être voir sur Internet pour les personnes intéressées. Je pense à Pompéi, à l'instrument, à Bosco-Réal, un antiquarium du Bosco-Réal. Il y a une meule pour l'huile d'olive. C'est tout simplement deux demi-sphères qui tournent en fait, hein, qui sont sur un axe et sur un montant horizontal et qui tournent sur un support. Comment dire? Je ne connais pas la terminologie exacte. Enfin, on peut imaginer que l'huile d'olive était plutôt importée à Lyon sous une forme finie. Ah, tout à fait, tout à fait. Sans doute pas les olives n'importaient pour les presser à Lyon. Absolument, tout à fait. C'est exactement ça. On importait aussi des olives, mais alors pas pour faire de l'huile, pour les consommer. Pour l'apéro. Absolument. Ah, mais je vois que tu cherches à faire une très belle transition, Frédéric. Je te remercie. Puisque les questions s'épuisent, moi aussi, vous aussi d'ailleurs, sans doute, très certainement. Je pense que voilà, c'est une très belle transition pour, à défaut de trinquer tous ensemble, boire l'apéro en pensant aux uns et aux autres et en se souhaitant bonne santé à tous. En tout cas, on te remercie très chaleureusement, Cécile, pour cette conférence. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette organisation et puis je remercie toutes les personnes aussi qui se sont connectées. C'est très, très agréable. Merci beaucoup. Et puis j'annonce aussi... et on peut vous donner rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu le 19 mai pour une conférence de Pascal Briet-Dubois intitulée « Un Parthénon des mots ». Voilà. Merci à tous, et bonne soirée et à très bientôt. Merci. 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 Merci, au revoir. Au revoir, merci.